Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Et je vais présenter donc Jean-Claude Chénet, notre intervenant d'aujourd'hui. Donc Jean-Claude Chénet est responsable de tout ce qui est gouvernance, toutes les questions de gouvernance d'entreprise au sein de la division environnement social et gouvernance de Proparco. Et donc Jean-Claude Chénet a une grande expérience donc, de la gouvernance du secteur privé avec l'AFD auparavant, également une expérience des pays, dans les pays. Et donc connaît très bien également l'univers des pays en développement. Et ensuite, c'est tout ce que je voulais dire, je crois. Voilà. Donc voilà pour la présentation donc, de Jean-Claude. Je vais maintenant lui... Ah non, alors avant de lui passer la parole, excusez-moi, je l'ai présenté avant, je vais juste faire une introduction sur le cycle qu'on vous propose, donc ce de janvier à avril, et vous rappeler le contexte. Donc voilà. Donc euh, ce webinaire, je vais essayer de passer moi-même les pages, ouais, voilà. Ce cycle, en fait, est composé de 12 webinaires. Et en fait, on a voulu couvrir les principaux thèmes, enfin, en fait, couvrir à peu près tous les thèmes de la RSE tels qu'ils sont définis dans la norme ISO 26000, enfin dans les lignes directrices de l'ISO 26000 plus précisément, et tels qu'ils sont aussi présents dans les grands instruments, comme en particulier les standards de performance de la SFI avec lesquels Proparco travaille sur les entreprises dans lesquelles ils investissent. Donc pourquoi, et on a voulu cibler en fait ces webinaires on a voulu donc cibler ces webinaires, j'avais pas mis la caméra. On a voulu cibler ces webinaires en fait sur les PME et les entreprises à taille intermédiaire, plus particulièrement dans le contexte africain, mais aussi dans le contexte d'entreprises qui seraient en France, PME et entreprises à taille intermédiaire, mais qui font ou qui veulent faire de la RSE à l'international et en particulier dans les pays en développement. Donc ça peut être par les achats responsables ou par leurs investissements ou par les produits qu'elles commercialisent dans les pays en développement. Mais voilà, donc PME et entreprises à taille intermédiaire en Afrique, mais aussi dans les territoires français avec une dimension pays en développement. Alors voilà pour le cycle. Et pour ça, on voulait aussi resituer le contexte. Donc, est-ce que c'est important pour une entreprise PME ou ETI de faire de la RSE? Donc, nous, notre réponse, elle est oui. Alors, pour quelle raison? Vous le verrez en ce qui concerne les avantages pour les entreprises, vous le verrez sur le slide suivant. Mais c'est aussi parce que la RSE s'impose plus ou moins comme un comportement d'entreprise. 25% des entreprises en France ont une démarche RSE, même si 60% ne connaissent toujours pas le nom. Et pourquoi donc la RSE est bonne pour les entreprises? C'est la RSE donc améliore de 13% la performance globale de l'entreprise. On verra après par quel levier. Ensuite, donc, l'autre conviction, c'est aussi le sens de l'engagement de Proparco dans tout ce qui est RSE et plus précisément selon leur terme environnement, social, gouvernance, c'est que la RSE est bonne aussi pour le développement durable. Et donc, les entreprises qui font de la RSE vont mieux contribuer au développement durable. Alors pourquoi les entreprises, par quel levier la RSE améliore la performance de l'entreprise? Donc en fait là j'ai listé sur ce slide donc les critères. Donc ça facilite l'accès au marché qui ont des critères RSE, ça facilite aussi l'accès au financement qui ont aussi des critères RSE, c'est le cas par exemple des financements de Proparco. Ça permet une meilleure maîtrise des risques sociaux, environnementaux et par conséquent potentiellement les risques juridiques. Ça permet d'innover et de se différencier en saisissant mieux tout ce qui est enjeux socio-environnementaux. Ça permet aussi d'attirer les talents, d'améliorer la satisfaction des employés et ainsi de jouer sur la qualité et la productivité. Et ça permet enfin de manager tous les enjeux d'image et de réputation. Donc voilà comment la RSE peut être utile aussi à une PME et une ETI, excusez-moi. Alors, je change. Et donc, voilà les raisons de ce webinaire. Et puis après, donc aujourd'hui, donc le cycle est organisé en 12 webinaires. Donc on a 4 modules de 3 webinaires à chaque fois. Ce premier module qu'on commence aujourd'hui se penchera sur la gouvernance et la loyauté des pratiques, comme c'est la manière dont c'est nommé dans ISO 26000. Après, on aura un deuxième module qui se penchera sur tout ce qui est conditions de travail et travail décent. Et ensuite, donc on aura un troisième module sur l'environnement et un quatrième module qui se penchera sur les enjeux consommateurs et les enjeux parties prenantes, communautés locales.
Voilà. Marcia, avant que je donne la parole, donc voilà pour l'organisation du cycle. Et donc aujourd'hui, on va commencer par un webinaire donc, sur la gouvernance, donc avec Jean-Claude Chénet que j'ai déjà présenté. Donc Jean-Claude rappellera les grands principes de la gouvernance et après se posera plus particulièrement la question des enjeux de la gouvernance donc, dans le contexte africain et l'importance de la gouvernance donc, pour la croissance de l'entreprise. Voilà. Donc j'ai fini. Donc j'ai l'impression, je vais donner la parole à Jean-Claude. Donc je merci tout d'abord à la SEPED d'organiser, d'avoir pris cette initiative et ensuite de m'avoir invité. Donc merci beaucoup Joël en particulier, ainsi que toute l'équipe de la SEPED. Donc je vais avoir le plaisir de vous entretenir de la gouvernance d'entreprise, non pas en général, mais sur le thème gouvernance et croissance de l'entreprise. En gros, est-ce que la gouvernance est un élément, est un des déterminants de la croissance et dans ces conditions-là, que faire? Donc en termes d'introduction, je rappellerai juste peut-être en quelques mots ce qu'est la gouvernance d'entreprise et à quoi sert-elle en règle générale. Ce qui nous permettra ensuite d'entrer dans le vif du sujet à travers deux parties. Une première partie dans laquelle j'essaierai de montrer, alors non pas moi, ma petite personne, mais je m'appuierai sur les études existantes qui permettent de montrer s'il existe un impact direct ou indirect de la gouvernance sur la croissance des entreprises. Et d'autre part, dans une deuxième partie, comment est-ce que l'entreprise doit adapter sa gouvernance à sa croissance, à son train de croissance, pour parler un bon français. Voilà, donc, et puis bien sûr, je laisserai le temps nécessaire après cette petite causerie pour que ceux qui le souhaitent puissent poser des questions auxquelles je m'efforcerai de répondre. Alors, la gouvernance. La gouvernance désigne les institutions, les processus, les pratiques grâce auxquelles les entreprises sont dirigées, sont administrées et sont contrôlées. Il existe plusieurs définitions de la gouvernance, mais enfin celle-ci est relativement complète. Vous en trouverez une autre dans la dernière diapo de ma série de slides. Ce cadre de gouvernement d'entreprise doit évidemment être conforme aux lois et aux règlements des pays. Ça tombe sous le sens, mais il vaut mieux le dire. Mais il doit également être conforme aux bonnes pratiques. En effet, la gouvernance n'est pas toujours très encadrée par la réglementation, sauf toutefois dans le domaine financier et dans le domaine bancaire. Et les institutions privées, les patronats, les associations, les cercles de réflexion, les organisations internationales également ont leur rôle à jouer dans la mise en place d'une bonne gouvernance, des principes de gouvernance. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette matière, c'est que les acteurs économiques sont également les acteurs de la gouvernance. Par ailleurs, deuxième point important, c'est que la gouvernance, ce sont donc des institutions, hein, c'est un conseil d'administration, un directeur général, etc., enfin on verra. Mais ce sont également des interrelations et des pratiques. Les relations entre le conseil d'administration et le directeur général, entre le conseil d'administration et les organes de contrôle au sein de l'entreprise, entre le directeur général et les actionnaires, entre les dirigeants d'entreprise dans leur ensemble et ce que l'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire les actionnaires, mais également les salariés, les clients, les fournisseurs. Une bonne gouvernance, c'est également le respect d'une éthique. Alors, avant de parler plus particulièrement du lien entre gouvernance et croissance, posons-nous simplement la question de savoir à quoi ça sert la gouvernance. Parce que souvent, les entrepreneurs qui souhaitent franchir le pas et lisent des codes de gouvernance et souhaitent se lancer dans les bonnes pratiques, ou entendre parler autour d'eux de pratiques de gouvernance, ils sont un peu dubitatifs. En gros, pourquoi est-ce que j'irais m'embêter avec des institutions au sein de mon entreprise alors que je la dirige très bien moi-même?
D'après le professeur Haller, il s'agit de mettre en œuvre tous les moyens pour qu'un organisme, dans notre cas une entreprise, puisse réaliser ses fins de façon efficiente, transparente et respectueuse des attentes des parties prenantes. Et il précise, la gouvernance est faite de règles d'imputabilité et de principes de fonctionnement. Imputabilité, ça veut dire quoi? Imputabilité, ça veut dire que les fonctions sont réparties. Et de principes de fonctionnement qui sont mis en place par le conseil d'administration de façon à pouvoir arrêter les orientations stratégiques de l'entreprise, assurer la supervision de la direction générale et favoriser l'émergence de valeurs de probité et d'excellence. Tous les mots sont importants. C'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Alors, tous les mots sont importants. Donc, la gouvernance, en fait, on peut dire qu'elle existe dès qu'existe l'entreprise, parce qu'un chef d'entreprise qui vient de créer son entreprise, il la dirige. Il exerce donc une gouvernance, même s'il est tout seul à l'exercer. Et de ce simple fait, on peut déduire qu'il y a d'abord un lien évident, un lien consubstantiel entre gouvernance et entreprise, et puis également entre gouvernance et croissance, puisque tout simplement, le chef d'entreprise a pour but de gagner sa vie, et par conséquent de faire croître son entreprise. Mais bien sûr, bon, une fois qu'on a dit ça, il faut aller plus loin. Alors, gouvernance et croissance, que veut-on dire? Alors, comme je le disais en introduction, il faut en fait répondre à deux questions. Est-ce que la gouvernance a un impact sur la croissance de l'entreprise? Et puis, est-ce qu'une entreprise doit adapter sa gouvernance lorsqu'elle est en croissance, lorsqu'elle croît, lorsqu'elle acquiert une complexité? Alors, ces deux questions sont distinctes, mais elles sont liées. La gouvernance a-t-elle un impact direct ou indirect sur la croissance? Alors, si on voulait être un peu provocant, on pourrait dire que la gouvernance ne compte pas lorsque tout va bien, mais qu'en revanche, elle a des conséquences graves lorsqu'elle dysfonctionne. Et ce qu'il faut noter, c'est que les définitions de la gouvernance peuvent varier. Les critères que l'on choisit pour mesurer la gouvernance peuvent être différents selon les auteurs, les études, etc. Que d'autre part, les impacts de la gouvernance peuvent être plus ou moins marqués en fonction des secteurs d'activité, en fonction des conditions de maturité, de compétitivité des entreprises, mais en règle générale, toutes les études convergent pour dire deux choses. La première, c'est qu'il est difficile d'établir un lien de causalité entre l'application des bonnes pratiques de gouvernance et la valeur de l'entreprise ou les performances de l'entreprise. Mais en revanche, la corrélation existe. Toutes les études prouvent ce résultat. La corrélation existe. Alors, ceci est montré, par exemple, je vais vous citer quelques études de façon à, non pas pour asséner des études, mais pour montrer progressivement, pour dégager progressivement quels sont les éléments plus particuliers de gouvernance qui ont un impact sur la croissance. Donc une étude de Gompers, Cichy et Métric qui est partie qui a démontré que 24 règles de gouvernance, reflétant en particulier l'étendue des droits des actionnaires, pour ce qui concerne ces auteurs, dans les grandes entreprises américaines, eh bien, le respect de ces règles de gouvernance entraîne une surperformance d'environ 10% du rendement du portefeuille de ces sociétés. Et une multitude d'autres études disent la même chose.
Vous avez par exemple une étude de 2009 de Bebchuk, Cohen et Ferrell qui arrive exactement au même résultat de surperformance sur la base d'un indice plus restreint d'une dizaine de bonnes pratiques de gouvernance. Il y a ce que l'on peut dire, si l'on part d'une étude un peu synthétique de Colcy et Gorbel sur un échantillon de 134 entreprises canadiennes. Cette étude permet de déterminer 4 grandes familles de thématiques dans la gouvernance qui semblent avoir un impact plus direct sur la performance de l'entreprise. Ces 4 familles de thématiques que l'on pourra éventuellement détailler, c'est la composition du conseil d'administration, la rémunération des dirigeants et des administrateurs, la divulgation des informations, c'est-à-dire la transparence de l'entreprise, et, j'en ai déjà parlé à propos d'une étude précédente, les droits des actionnaires. Composition du conseil d'administration, et j'ajoute son rôle. Que veut-on dire par là? On veut dire par là la présence de membres indépendants. On veut dire par là la dualité, c'est-à-dire la séparation des fonctions entre le directeur général et le président du conseil d'administration. Vous savez que les deux solutions sont possibles. Vous pouvez avoir un PDG et puis vous pouvez avoir un système où le président du conseil d'administration est distingué du directeur général de l'entreprise, du directeur exécutif. La taille du conseil d'administration et la présence de comités spécialisés, en particulier du comité d'audit. Il s'agit, bien évidemment, si on prend en compte ces éléments, de faire quoi? De renforcer le rôle de contrôle du conseil d'administration, de renforcer son indépendance, de renforcer la transparence de l'entreprise, de renforcer la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses actionnaires, et de faire en sorte que le CA fonctionne concrètement, c'est-à-dire qu'il se réunisse normalement, qu'il se réunisse sur la base d'un ordre du jour, et c'est très très concret, hein, sur la base d'un ordre du jour, qu'il émette des minutes à partir desquelles on peut suivre les décisions qui sont prises. Voilà, lorsque vous avez ça, vous avez déjà une corrélation entre ceci et la performance de l'entreprise. Deuxième point, le système de rémunération. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est très variable en fonction des pays, en fonction des secteurs d'activité, mais néanmoins, il faut, en fonction de la situation économique dont on parle, du secteur et du pays, que la rémunération soit effective, déjà, et qu'elle soit surtout liée aux performances. C'est-à-dire que une entreprise, plus exactement, les dirigeants d'une entreprise et les administrateurs d'une entreprise vont tout simplement être plus motivés s'ils gagnent davantage d'argent en fonction du travail qui est accompli au sein de l'entreprise. Et donc si l'entreprise gagne de l'argent, ils en gagnent aussi. Donc voilà, c'est un lien, mais alors d'une simplicité évidente pour faire le lien entre performance et ce critère-là. C'est tout simple. Vous avez ensuite deux autres éléments qui paraissent un peu plus distants pour ce qui concerne le lien gouvernance-performance, mais qui sont extrêmement importants lorsqu'on y réfléchit un tout petit peu. Vous avez la transparence de l'entreprise, c'est-à-dire la divulgation des informations financières et non financières sur ce que fait l'entreprise, et vous avez les droits des actionnaires. Ces deux points sont liés. Pourquoi? Tout simplement, mettez-vous à la place, mettez-vous à votre place, tout simplement. Imaginez, vous avez la chance d'avoir un peu d'économie, et vous dites, je vais investir dans une entreprise, je vais acheter des actions. Vous
on m'a proposé de prendre une participation dans l'entreprise de mon oncle. Est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, etc. Une entreprise pour laquelle vous savez ce qu'elle fait, vous connaissez ses comptes, vous connaissez ce qu'elle fait en matière opérationnelle, vous connaissez ce qu'elle fait en matière de RSE, vous allez lui faire confiance. De même, vous allez être actionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, les droits des actionnaires? Vous allez être actionnaire, vous allez vous retrouver peut-être actionnaire minoritaire. Et alors vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Je n'aurai aucun pouvoir en tant qu'actionnaire minoritaire. Mais il y a des mécanismes. Il y a des mécanismes, par exemple, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais par exemple de droit de sortie conjoint ou de vote conjoint. Vous pouvez, ensemble, tous les petits actionnaires minoritaires, avoir un poids un petit peu plus important, etc. Tout ça est prévu dans les pactes d'actionnaires. Donc les droits des actionnaires, ça veut dire quoi? Exactement comme la transparence de l'entreprise. Ça veut dire que une entreprise, pour croître, a besoin de capitaux. Les capitaux, ce sont tout simplement des gens ou des institutions qui investissent dans l'entreprise. Et ces gens ont besoin de savoir, et ces gens ont besoin d'avoir des droits. Sans ceci, les gens n'investissent pas. Et sans investissement, vous n'avez pas de croissance. Et c'est là que se fait le lien entre ces deux points, entre la transparence de l'entreprise et entre les droits des actionnaires. S'agissant de la transparence, il y a en plus le fait que vous n'avez pas la moindre envie de vous retrouver en tant qu'éventuellement administrateur ou Dieu sait quoi, ou que votre entreprise, par un manque de transparence, se retrouve devant le tribunal X ou Y à la suite de malversations et de choses comme ça. Bon. Donc, lien évident. Enfin, lien réfléchi, mais lorsqu'on y réfléchit, lien évident. Alors, ces 4 critères essentiels dont je viens de parler, il y en a d'autres bien évidemment, hein, en particulier tout ce qui relève du contrôle interne de l'entreprise, tout ce qui relève de la qualité également du contrôle externe de l'entreprise, donc des commissaires aux comptes, etc. Mais ces critères ont été choisis parce que ce sont ceux qui semblent avoir une importance plus marquée que d'autres, et que l'on retrouve également dans les pays émergents et dans les pays en développement. C'est tout bête, c'est qu'il n'y a pas 36 000 manières de gérer une entreprise de toute façon. Une entreprise bien gérée, c'est une entreprise bien gérée au Cameroun, c'est une entreprise bien gérée au Maroc, et c'est une entreprise bien gérée en France ou aux États-Unis. Pour ce qui concerne les pays émergents, je vous citerai simplement une thèse de Madame Madar, qui était sa thèse de doctorat, écrite en 2016. C'est donc un docteur en économie marocain, qui reliait, elle, 31 critères de gouvernance et de performance des entreprises. Dans ces principaux critères, on va retrouver ce que l'on connaît déjà depuis quelques minutes. Vous retrouvez la dissociation des fonctions entre le président et le directeur général. Vous retrouvez la définition du rôle du conseil d'administration. Vous retrouvez la composition du conseil d'administration en termes de taille, en termes de nomination, indépendant, pas indépendant, processus indépendant de nomination, etc. Vous retrouvez la durée des mandats. Ça, c'est nouveau, on n'en avait pas encore parlé. Vous retrouvez la prédominance des administrateurs externes, on en a parlé. Vous retrouvez la diffusion de l'information aux actionnaires, on en a parlé. Vous retrouvez la politique de rémunération, on en a parlé. Et vous retrouvez l'existence d'une charte de gouvernance ou d'éthique. Alors, là-dessus, 2 points nouveaux par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent et qui sont essentiels. Vous avez comment dirais-je, l'évaluation du conseil. L'évaluation du conseil d'administration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un conseil d'administration doit être capable soit de s'auto-évaluer, soit de se faire évaluer par un organisme extérieur.
Et en quoi est-ce que c'est important? Eh bien, tout simplement parce que un ensemble un groupe humain n'est pas nécessairement capable, s'il ne prend pas le soin de le faire, de dire s'il travaille bien ou s'il travaille moins bien. En revanche, si vous mettez en œuvre un processus d'évaluation soit interne, soit externe, par des consultants par exemple, alors là, vous savez quoi? Vous savez comment. Je vais vous expliquer comment ça se passe concrètement. Concrètement, les administrateurs évaluent sous forme de questionnaire eux-mêmes leur propre performance. Ils évaluent la performance globale du groupe auquel ils appartiennent, c'est-à-dire le conseil d'administration. Ils évaluent les modalités de travail, c'est-à-dire est-ce que je reçois en temps et en heure la documentation nécessaire, etc. etc. Et puis ils se réunissent en séminaire, ils échangent leur point de vue et ils tombent d'accord sur un plan d'action. En disant, ben voilà, il faudrait que... il va nous manquer par exemple telle compétence, on n'a personne qui connaisse, on veut s'étendre au Burkina Faso, personne ne connaît le marché du Burkina Faso, c'est embêtant. Ou bien on veut se lancer dans la vente de casseroles, personne ne connaît le marché de la casserole, c'est quand même très embêtant, etc. etc. Là encore, on est dans du concret. Mais l'évaluation du conseil, c'est fondamental. Et là aussi, l'évaluation du conseil, ça veut dire qu'il va fonctionner beaucoup mieux. Donc il va être beaucoup plus capable ensuite de faire son travail. Et puis vous avez la charte d'éthique. Alors la charte d'éthique, c'est pas qu'un... alors ce qu'on appelle charte d'éthique, c'est à la fois évidemment définir les principes éthiques, comme son nom l'indique, mais également un petit peu le règlement interne du conseil d'administration, la manière dont ça fonctionne. Et en quoi est-ce que c'est important? C'est important parce que les choses qui sont dites, c'est bien, mais verba volant, c'est mieux quand c'est écrit. Et lorsque l'on s'engage à la fois à respecter des principes éthiques, et c'est quand même plus difficile de s'en dégager lorsqu'on a apposé sa signature en bas d'un papier. Et de même, lorsque l'on fait fonctionner un conseil d'administration, c'est quand même beaucoup plus facile pour le secrétaire du conseil, ou pour le président du conseil, ou pour la personne qui en assure l'organisation, de dire ah mais attention, il faut qu'on se réunisse tel jour à telle heure, ah mais attention, on n'a pas encore communiqué les comptes, le conseil ne va pas pouvoir statuer, etc., etc. Donc là encore, si on dit le terme charte ou règlement, ça peut paraître très intellectuel, mais en réalité, on est dans la pratique. On est dans la pratique la plus concrète. Donc, ce sont des éléments qui ont été donc, qui ont montré, que l'on peut rajouter à notre liste de points de gouvernance dont on sait maintenant qu'ils ont une influence notable sur la qualité du conseil et par conséquent sur la qualité du contrôle et par conséquent sur la qualité de la stratégie de l'entreprise et par conséquent sur sa performance. Alors, donc comme je le disais, l'ensemble de ces études et de ces auteurs concluent à une corrélation donc, entre gouvernance et performance de l'entreprise, voire avec la valeur en bourse des entreprises, même si, comme je le disais tout à l'heure, et je le répète, on ne sait pas à ce stade si la gouvernance influe sur la performance ou si c'est la performance qui influe sur la gouvernance. Parce qu'on peut aussi dire l'inverse, on peut dire que finalement, une entreprise qui est une entreprise performante est une entreprise qui prend soin de sa gouvernance. Donc là, personne ne conclut, personne à ce jour n'est en mesure de dire, mais en tout cas, la plupart des études convergent pour dire qu'en tout cas que le lien est réel. Et comme le lien est réel, il faut en tenir compte. D'autre part, il faut prendre en compte un autre élément, c'est que les différents paramètres que je vous ai cités ont plus ou moins d'importance relative, j'entends, hein, en fonction de plusieurs choses, en fonction de la taille de l'entreprise. Par exemple, il semble que la gouvernance, je suis prudent parce que les études ne sont jamais finies, hein,
on a toujours des exemples et des contre-exemples. Donc là, je vous parle de ce que l'on, de la tendance qui se dégage. Il semble que la gouvernance influe davantage sur les performances des entreprises à partir d'une certaine taille. Il y a une forme de logique là-dedans, c'est que, comme on le verra tout à l'heure, plus une entreprise grossit, croît, plus elle se complexifie, et plus elle se complexifie, plus la gouvernance devient indispensable, parce que vous ne gérez pas de la même manière une entreprise de 5 personnes et une entreprise de 300 personnes. Autre paramètre qui influe, le secteur d'activité. La gouvernance va avoir une importance plus marquée dans certains secteurs que dans d'autres. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, si, on sait pourquoi dans certains secteurs. Par exemple, le secteur financier. Pourquoi? Parce qu'il y a une régulation. Et que par conséquent, si le régulateur n'est pas content, il va taper sur les doigts de la banque. Et puis il y a des secteurs pour lesquels on ne sait pas exactement pourquoi. Par exemple, le secteur de l'hôtellerie. Le secteur de l'hôtellerie, une entreprise hôtelière bien gouvernée est une entreprise hôtelière qui va surperformer par rapport à une entreprise hôtelière mal gouvernée. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai d'à peu près tout le monde, mais c'est encore plus vrai dans certains secteurs, dont celui-ci. La prise en compte de la RSE. Une entreprise qui prend au sérieux, si j'ose dire, ses obligations environnementales et sociales, est également une entreprise dans laquelle le lien entre la gouvernance et son train de croissance va être davantage démontré. Ça, c'est peut-être sur les points que Joël donnait en introduction. Il y a également des raisons extrêmement concrètes à cela. Vous avez le facteur de concurrence. Plus la concurrence est rude, moins la gouvernance entre en compte. En revanche, moins vous avez de concurrence, plus la gouvernance entre en compte. Alors, ça peut être lié tout simplement au fait que un secteur extrêmement concurrentiel, l'entreprise a à se battre, elle n'a pas forcément besoin d'être très encadrée pour se battre. Elle a toujours besoin d'être très encadrée pour se contrôler, mais elle a peut-être moins besoin d'être contrôlée pour se battre. Alors qu'une entreprise dans un secteur moins concurrentiel, alors là, on a peut-être besoin d'avoir des managers et des organes de gouvernance qui poussent un petit peu à la roue en disant, dites-donc les enfants, il faudrait peut-être se réveiller. Je crois que c'est tout simplement ça que ça veut dire. Et puis vous avez l'âge de l'entreprise. Plus une entreprise est mature, plus une entreprise a besoin de gouvernance. Alors là, l'explication est presque évidente. C'est-à-dire que plus une entreprise est mature, plus elle est complexe, et plus elle est complexe, plus elle a besoin d'avoir des organes qui lui permettent de préserver ses qualités, pour aller de l'avant. On est un petit peu dans le même syndrome que dans le syndrome de la taille. Mais enfin voilà, des éléments qui font qu'il faut, en fonction de ces points-là, de la taille, de l'âge de l'entreprise, du secteur d'activité, considérer que la gouvernance va avoir une influence plus ou moins importante sur la croissance de l'entreprise. Donc, pour conclure sur ce point, on peut dire que la gouvernance, avec les atténuations que je viens de vous dire, joue un rôle dans la performance et dans la valeur de l'entreprise, en particulier pour tout ce qui est relatif au partage des pouvoirs et au rôle du conseil d'administration, à la transparence de l'entreprise et à la bonne protection du droit des actionnaires. En outre, plus une entreprise croît précisément et plus elle avance en âge, plus elle a besoin d'une gouvernance solide. Et notamment une gouvernance qui permette le contrôle de l'activité. Ce qui nous amène à notre deuxième question.
une entreprise doit-elle adapter sa gouvernance lorsqu'elle croît, lorsqu'elle est en croissance? Et que doit-elle faire? Alors, vous avez compris, bien sûr, que la réponse est oui. Et que doit-elle faire? Ben, je dirais, elle doit agir sur les leviers de gouvernance qui semblent les plus efficaces. Et je dirais également, en revanche, enfin pas en revanche, je dirais également pour compléter qu'elle doit agir avec, avec, avec circonspection et avancer progressivement. Alors d'abord, pourquoi adapter sa gouvernance à sa croissance? Eh ben, bon, je vais être bref parce qu'on en a déjà parlé. C'est parce qu'une organisation se complexifie lorsqu'elle croît et qu'elle a besoin de répondre à la complexité. Et donc, elle a besoin non pas de structures qui, à leur tour, vont être complexes, mais elle a besoin de structures qui rendent compte de la complexité. Lorsque vous avez une petite entreprise, une dizaine de personnes, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez très bien la diriger seul. Lorsque vous avez une entreprise de 300, 400, 500 000 personnes, vous ne pouvez plus la diriger seul. D'abord, il faut une organisation, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez à ce moment-là une direction financière, une DRH, éventuellement un secrétariat général, une direction des opérations, un système de contrôle de la production, etc. Et donc, il vous faut des organismes pour contrôler que tout ça fonctionne bien. Et puis, il vous faut des managers, et puis il faut quelqu'un pour contrôler les managers. C'est ça, la complexification. Et la complexification, la gouvernance y répond. Et donc la gouvernance se complète pour répondre à la complexification. Le deuxième point, c'est que la gouvernance, c'est la confiance. Et ça, ce sont les marchés qui le disent. C'est-à-dire qu'une entreprise dont la gouvernance est structurée est une entreprise qui inspire confiance. Et donc une entreprise qui va voir sa valeur accroître et qui va attirer les investisseurs. Donc si vous voulez croître, il faut installer la confiance. Et si vous voulez installer la confiance, il faut que vous ayez une gouvernance la plus conforme possible aux bonnes pratiques. Donc, que faire? Ou plutôt, comment faire? Eh bien, en reprenant les 4 paramètres essentiels dont on parlait tout à l'heure, je dirais qu'il faut savoir progressivement les adapter de façon à ce que la gouvernance réponde aux besoins sans être étouffante. Ce qui veut dire qu'il faut faire, comme je le disais en introduction de cette partie, faire les choses progressivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre des exemples. Le conseil d'administration. Vous voulez un conseil d'administration efficace. D'abord, vous voulez un conseil d'administration. Imaginons, vous n'en avez pas. Alors, vous n'allez pas forcément avoir envie de commencer d'abord par en avoir un. Parce que chef d'entreprise a rarement envie de partager le pouvoir. Chef d'entreprise a peur de partager son pouvoir, a peur d'avoir à partager son pouvoir. Donc il faut être clair sur 2 choses. Il faut qu'il soit clair sur le rôle de son conseil. Et son conseil n'est pas là pour diriger à sa place. Son conseil est là pour conseiller, comme son nom l'indique, contrôler, pour challenger, pour valider la stratégie de l'entreprise. Mais ça, il faut que ce soit, comment dirais-je, totalement intégré. Donc vous pouvez commencer, par exemple, pour avoir ce que nos amis anglo-saxons appellent un advisory committee. Quelques personnes proches, en qui vous avez confiance, qui vont être autour de vous et qui vont jouer le rôle de conseil. Pour nos amis africains qui sont à l'écoute, vous connaissez le rôle extrêmement important que peuvent avoir autour de vous, les chefs de famille, les aînés, ceux qui ont l'expérience. Eh bien, c'est ça, un advisory committee. Et puis, progressivement, chef d'entreprise, vous transformez ce comité en conseil d'administration. Vous nommez des administrateurs. Voilà. Et vous avez un conseil d'administration. Et puis ensuite, vous pouvez passer à des étapes ultérieures, à des étapes, comment dirais-je, plus formelles, plus formalisées. Vous allez avoir besoin d'administrateurs indépendants.
bien là, c'est pareil. Vous ne commencez pas par en nommer 10. Vous en nommez un. Là encore, ce sera un nouveau passage. Et puis vous en nommez 2. Et puis il faut être conscient que dans les bonnes pratiques, on considère la théorie économique, mais également les entreprises dans leur réalité, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises essentiellement anglo-saxonnes, mais pas que, en France ça commence à devenir le cas également, considèrent qu'il faut qu'une majorité d'administrateurs indépendants siègent dans les conseils d'administration. Alors on en est loin psychologiquement, mais c'est ça la réalité. Alors cela dit, une fois de plus, prenons les choses comme elles doivent être prises, et il faut que l'entreprise qui décide d'intégrer en son sein des administrateurs indépendants commence par le commencement, c'est-à-dire par en nommer un, puis 2, et puis aller plus loin si elle le souhaite. D'autres points d'efficacité sur lesquels je souhaiterais appeler votre attention. La prise en compte du genre. Alors, il ne s'agit pas d'être politiquement correct, ni de céder à un phénomène de mode, mais il se trouve que les études faites en particulier en France, mais il n'y a pas de raison que les Français soient ni plus malins ni moins malins que les autres, montrent que les entreprises qui ont en leur sein, qui ont au sein de leur conseil d'administration une présence féminine suffisante, surperforment. Mesdames, allez-y. Il faut également que le conseil ait une taille adéquate. Moins de 4 membres, c'est une table de belote ou de bridge. Plus de 15 ou 16 membres, c'est un banquet. Donc il faut que le conseil d'administration ait une taille qui lui permette de travailler. Au centre de tout ça, malgré tout, il y a la compétence et les compétences du conseil d'administration. La compétence, c'est presque une évidence. Et dans un processus de nomination, il est extrêmement important de faire attention à la compétence des personnes que l'on choisit. Alors ça, c'est important dans une entreprise en croissance. Pourquoi? Parce qu'une entreprise en croissance qui passe, par exemple, du niveau de petite ou de moyenne, de toute moyenne entreprise, à un niveau plus important, à un niveau d'entreprise vraiment moyenne, et plus tard, on peut l'espérer pour elle, de grande entreprise, elle va avoir un processus de nomination qui va être un petit peu, qui va quand même faire une large part à la famille et aux amis. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'importance des indépendants, mais pas que. C'est-à-dire que chef d'entreprise, comment dirais-je, familiale, rien ne vous interdit de nommer l'oncle machin à votre conseil d'administration. En revanche, il faut que le processus de nomination garantisse également la compétence. Et pourquoi les compétences? Parce que un conseil d'administration, pour pouvoir jouer son rôle de conseil et de contrôle, doit précisément également répondre aux compétences, à ce que souhaite faire l'entreprise. Il faut que vous ayez des compétences financières, il faut que vous ayez des compétences techniques, il faut que vous ayez des compétences en matière de personnel, en matière de recherche de marché. Alors là, il n'y a pas de recette. En revanche, il existe des tableaux de compétences et chaque entreprise le remplit comme elle le souhaite. Mais en revanche, en fonction de sa stratégie. Et puis, dernier point, les comités. Les comités du conseil, c'est aussi extrêmement important. Ce sont tout simplement des petits groupes créés au sein du conseil, comité d'audit, comité des risques, comité de nomination, des rémunérations, et qui permettent à quelques administrateurs de travailler ensemble, de préparer les travaux du conseil, et puisqu'ils ont préparé les travaux du conseil, et bien tout simplement le conseil va être plus efficace. Je vais être plus bref sur les deux points suivants parce qu'on en a déjà parlé. Système de rémunération des administrateurs et des dirigeants. Donc là, indexation aux performances. Et puis la transparence. Alors la transparence,
Donc ça veut dire des comptes fiables et audités. Ça veut dire la transparence, au sens tout simplement de la transparence, telle que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la divulgation de l'information. Euh, C'est-à-dire que l'on sache ce que va faire l'entreprise, ce que fait l'entreprise, que l'on sache quelle est sa gouvernance précisément, que l'on sache quelle est sa stratégie, et qu'elle sache rendre compte de ses activités financières et non financières. Mais également, transparence vis-à-vis de l'intérieur. C'est-à-dire qu'une bonne gouvernance, une gouvernance efficace, c'est une gouvernance qui permet également aux salariés de comprendre la stratégie et d'y adhérer. Je vais vous citer un seul exemple d'un des groupes avec lequel Proparco travaille et qui a dont le responsable a écrit un article dans la revue, dans la revue que je vous conseille vivement, qui s'appelle Secteur privé et développement, et dont le dernier numéro a été consacré à la gouvernance d'entreprise, précisément. Et on a donné le lien. Ah, bah, très bien, merci. Donc, Joël vous a donné le lien. Alors, le groupe Ciel, en l'occurrence, puisque c'est de lui dont il s'agit, explique comment est-ce qu'il a mis en place son système RSE. Eh bien, comment ils ont fait? Ils n'ont pas dit du jour au lendemain, schlink, nous mettons en place la RSE. Ils ont dit, nous allons faire un forum des cadres. Et ce forum, en fait, regroupant l'ensemble des cadres de l'entreprise, a mis en place non seulement les fondements de ce qui leur semblait devoir être la politique RSE du groupe, mais également quelle devrait être une opération de sensibilisation de l'ensemble du personnel. Et ceci fut fait. Ensuite, sensibilisation du personnel, et après seulement, en troisième position, la création du comité RSE au sein du conseil d'administration, ainsi que de groupes de travail décentralisés au sein de toutes les entités de l'entreprise et du groupe. Voilà ce que je veux dire par participation. Alors, en effet, une bonne gouvernance n'a pas peur de la participation, alors sinon financière, mais au moins donc intellectuelle. Une entreprise doit s'unir, pour être performante, une entreprise doit s'unir autour de ses objectifs d'amélioration et de croissance. Dernier point peut-être, les droits des actionnaires, je serai aussi bref là-dessus parce qu'on en a parlé. Ceci concerne évidemment les entreprises qui ont plusieurs actionnaires. Plus ils sont informés, plus ils auront confiance. Plus une entreprise est transparente et informative, plus elle attirera de nouveaux actionnaires. Plus les actionnaires auront des droits qui leur sont reconnus et donc ne se sentent pas otages de leur participation, mieux c'est. Et donc là, vous avez des actionnaires heureux, et par conséquent, vous avez des actionnaires tout court. Voilà en gros les points principaux et les conseils, entre guillemets, qui sont donnés, ou que l'on pourrait donner pour qu'une entreprise fonctionne. Et c'est d'ailleurs en ce sens que vont les nouveaux codes de gouvernance qui sont publiés. Je citerai simplement le nouveau code AFEP-MEDEF publié en France en 2018, le code britannique de bonne gouvernance, et qui insiste énormément sur ces aspects: relations avec les parties prenantes, transparence, mise en place éventuellement d'un administrateur référent pour discuter avec les actionnaires et pour discuter avec les parties prenantes. Désormais, ce sont ces éléments, je dirais, de responsabilité de l'entreprise, responsabilité en termes de gouvernance, responsabilité en termes social, qui sont au cœur de la gouvernance moderne. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions pour cette présentation complète et concrète, avec plein d'éléments concrets sur comment mettre en place une gouvernance dans un contexte de croissance en particulier. Alors, nous arrivons normalement à peu près au terme. On va peut-être déborder un tout petit peu, 5 à 10 minutes, pour pouvoir poser quelques questions. Donc, il y avait une question qui est sans doute longue.
Mais enfin, la réponse peut être très longue, mais c'était en fait quid de la gouvernance d'entreprise dans le contexte africain. Donc peut-être quelques éléments clés. Je pense qu'il y en a aussi dans la revue justement que vous indiquiez, hein, qui est extrêmement intéressante. Et ensuite, je vais poser donc deux autres questions en même temps. Donc elle défile. Donc quel est l'enjeu de la gouvernance d'entreprise pour les parties prenantes? Devrait-elle avoir un représentant dans le conseil d'administration? Et quid de la gouvernance dans un contexte de décroissance? Ça, c'est très particulier. Enfin, je ne sais pas si c'est des questions auxquelles vous avez déjà été confrontés. Et puis, il y avait une autre question. Et le lien entre RSE et gouvernance. Voilà. Parce que, alors, c'était le thème du webinaire d'il y a 2 ans. Donc, on vous communiquera le lien quand on vous enverra le compte rendu. Mais donc, voilà, peut-être qu'on va voir selon le temps. Peut-être qu'on vous laissera rechercher la réponse dans le webinaire d'il y a 2 ans, également avec Jean-Claude Chenet. Je peux avoir les questions. Alors, il y a une question sur la gouvernance dans le contexte africain. La gouvernance dans le contexte africain. Bon, alors on commence par là. Alors, la gouvernance dans le contexte africain, c'est exactement la même que la gouvernance dans n'importe quel contexte. On a tendance à dire en général que... enfin, on a tendance à dire. Certains ont tendance à dire que le contexte culturel a une importance fondamentale, etc. C'est vrai, mais je dirais c'est vrai à l'origine. Si on se place à l'origine de l'entreprise, on va avoir dans certaines régions, d'ailleurs pas forcément propres à l'Afrique, mais par exemple en Afrique comme en Inde, vous allez avoir des entreprises à tendance familiale, avec des chefs d'entreprise qui ont créé leur entreprise et qui ont peut-être, mais comme partout ailleurs, hein, un peu plus de mal à se séparer du contexte de la famille. Cela dit, ils ont exactement les mêmes devoirs que les autres en termes d'évolution. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas 50 manières de gérer convenablement une entreprise, et ce sont les entrepreneurs africains eux-mêmes qui le disent. On a eu l'occasion d'inviter à plusieurs reprises dans des conférences tout à fait récemment à Yaoundé et à Abidjan des chefs d'entreprise africains qui ont traité de ces sujets-là, et tous sont tombés d'accord pour dire que le contexte, c'est une chose, les impératifs de gouvernance et de gestion, c'en est une autre. Alors, vous pouvez prendre des gants, tout dépend des gants que vous voulez prendre. Comme je le disais moi-même aussi tout à l'heure, il faut faire les choses avec progressivité, avec pragmatisme, mais il faut arriver au même résultat. Un conseil d'administration fonctionnera bien s'il est compétent, que ce soit en Afrique ou ailleurs, s'il n'est pas uniquement composé de gens qui ne sont pas en mesure de challenger le directeur général, c'est vrai en Afrique comme ailleurs, de gens capables de contrôler les organes de contrôle, c'est vrai en Afrique comme ailleurs. Donc voilà, c'est extrêmement simple en fait. Ok, c'est clair. Alors, s'ouvrir aux parties prenantes. Oui, alors, ça c'est aussi une bonne question. Oui, alors il faut s'ouvrir aux parties prenantes. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'ouvrir en particulier, enfin, s'ouvrir. Il faut que la gouvernance tienne compte des parties prenantes, d'abord par l'éthique qu'elle met en œuvre, ensuite qu'elle prenne compte dans les parties prenantes des salariés. Et aujourd'hui, on a effectivement une tendance à considérer, les bonnes pratiques considèrent qu'il est de bonnes pratiques, précisément, excusez-moi de ce pléonasme, d'avoir une représentation des salariés au sein des conseils d'administration. Alors, c'est pas toujours facile. Alors, c'est quelquefois déjà fait parce que vous avez des conseils d'administration dans lesquels il y a des cadres de l'entreprise, qui sont à la fois cadres de l'entreprise et qui sont membres des conseils d'administration.
Maintenant, c'est les cadres, ce n'est pas forcément les salariés non cadres. Donc vous pouvez avoir effectivement, il est utile d'avoir un salarié non cadre. Par ailleurs, mais il y a d'autres moyens. Vous pouvez avoir une représentation des salariés avec un chef d'entreprise ou un président du conseil d'administration qui s'oblige à recevoir et à s'entretenir avec les salariés ou avec leurs représentants. C'est aussi une autre manière de les prendre en compte. Très bien. Ben, alors, merci beaucoup. On avait aussi donc cette question sur quid de la gouvernance dans un contexte de décroissance, ou c'est peut-être qu'il y avait un contexte de difficulté pour l'entreprise. Oui, alors difficulté pour l'entreprise. S'il y a des réponses, il n'y en a peut-être pas. Oui, non, oui, effectivement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de réponses. Simplement, une entreprise qui a des difficultés, c'est une entreprise qui un jour sur sa route rencontre des difficultés. Donc sa gouvernance, elle existe déjà. Et là, le problème qu'elle rencontre n'est pas un problème de. Alors, sauf si ces difficultés sont issues de la gouvernance. Alors ça, c'est un cas particulier. Enfin, c'est un cas particulier, ça peut arriver. Une entreprise qui est en difficulté parce qu'il y a un défaut de contrôle, ou parce que le chef d'entreprise, on n'a pas vu qu'il partait avec la caisse, ou etc., ou parce que des décisions ont été prises, des prêts ont été accordés, des prêts personnels, ou des maisons ont été financées avec les fonds de l'entreprise. Enfin bon, ça veut dire que la gouvernance n'a pas joué son rôle. Et donc on revient à la situation précédente. Il faut éviter ça. Et c'est pour éviter ça que l'on insiste sur les éléments dont je vous ai parlé pendant 3/4 d'heure. Donc voilà, c'est ça qui est essentiel. Après, quand le nombre de pots, quand l'entreprise est en difficulté, eh bien alors là, il revient au chef d'entreprise et à son conseil d'administration de prendre les mesures qui s'imposent. Ça, c'est autre chose. D'accord. Alors, voilà, il y en a encore deux questions et demie, disons, et on va peut-être terminer avec celle-là, puis après on arrêtera. Une troisième, et puis après on va arrêter. Donc, monsieur ou madame Cédel qui redemandait est-ce que la RSE doit être mise en veilleuse en cas de contexte, de difficulté économique, ou au contraire, c'est une façon de gérer la crise. Alors, il y avait des éléments de réponse, je crois, dans ce que vous disiez à l'instant. Quel est l'enjeu de la gouvernance d'entreprise pour les parties prenantes? Alors oui, il y avait cette question. Ouais, est-ce qu'elle doit avoir un représentant dans le conseil d'administration? Enfin, est-ce qu'il y a des éléments de réponse là-dessus? Je ne sais pas. Et puis après, une question, deux questions, puis après on arrête vraiment. Je pense que les deux premières, on a déjà plus ou moins répondu. Vous parlez de transparence financière. Les entreprises cotées ont cette habitude. Qu'en est-il des PME? Et Kadi Diatou, donc, il demande quelles sont les études à mener pour connaître la croissance de l'entreprise, le potentiel de croissance de l'entreprise avant même sa création. Je ne sais pas si c'est vraiment Alors, sur la RSE, non, il ne faut pas arrêter la RSE parce que vous êtes en crise. En revanche, si l'entreprise doit faire des économies, manque de chance, et que dans le cadre de sa politique RSE, il y a des dépenses qui ne sont pas strictement indispensables, ou tout au moins que l'entreprise ne peut plus assumer, dans le cadre des économies générales qu'elle va faire, elle va évidemment taper aussi sur les avantages. On peut donner un exemple. Si vous avez une entreprise qui a accordé à ses salariés, dans le cadre de sa responsabilité sociale, des facilités pour les enfants à la crèche, etc., c'est extrêmement triste, mais peut-être que tout simplement elle ne va pas pouvoir continuer à payer ça. En revanche, si elle le peut, non, que sa politique de responsabilité. La responsabilité, comme son nom l'indique, c'est la responsabilité. Donc les impératifs de la responsabilité ne cessent pas parce que l'entreprise est en difficulté. Ce qui cesse, ce sont ses moyens financiers, c'est autre chose. Alors, quelles sont les études à mener pour connaître la croissance de l'entreprise avant même sa création? Il faut faire un business plan. Aurons-nous la présentation? Oui. Ça, oui, ça. Ouais. Des références bibliographiques à la fin? Oui, vous en avez une page entière. Très bien. Et puis il y avait la question sur les PME. Par rapport à ce côté qui alors très juste. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison, cher monsieur ou chère madame. Monsieur Thierry. Cher monsieur, vous avez tout à fait raison. Et effectivement, nous à Proparco, quand on travaille sur les entreprises non cotées, on essaie, c'est en partie mon boulot, c'est de
de faire en sorte qu'elle soit le plus transparente possible. Alors, effectivement, les entreprises cotées ont des obligations. L'idéal, c'est que les entreprises non cotées se sentent obligées, mais on ne peut pas les obliger, se sentent obligées d'avoir les mêmes obligations. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, on essaie en général de couper la poire en deux, c'est-à-dire qu'on leur demande au moins d'avoir une information financière et non financière fiable vis-à-vis vis-à-vis de leurs actionnaires et de leurs banquiers aussi, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne. Ce qui est déjà le minimum. Très bien. Alors, bon, on commence à avoir beaucoup de questions, mais je pense qu'on va arrêter ici. Donc oui, ça fait plusieurs fois, mais oui, on reconfirme. Donc merci beaucoup à tous.